Salut, c'est Obac. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, on a vu comment créer et manipuler des fichiers texte. Dans cette vidéo, nous verrons comment créer et manipuler des fichiers, des dossiers, comment les renommer, les supprimer, les copier, etc. etc. Toute la manipulation qu'on a besoin de faire au jour le jour quand on manipule des fichiers sous Linux. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Dans la vidéo précédente, on a vu qu'avec une redirection, on pouvait créer un fichier texte en redirigeant le résultat d'une commande. On a également vu qu'avec un éditeur de type Vim ou Nano, on pouvait créer des fichiers texte. La dernière commande qu'on va voir qui permet de créer des fichiers, c'est la commande touch. Donc la commande touch, tout simplement, lorsqu'on va taper touch et un nom de fichier, on va créer un fichier qui porte le nom qu'on a mis en argument. Donc là, j'ai créé deux fichiers, fichier 1 et fichier 2, simplement en tapant touch fichier 1 et touch fichier 2. Ces deux fichiers sont vides, donc il n'y a aucun contenu à l'intérieur, mais ils ont été créés grâce à la commande touch. Une autre fonctionnalité de la commande touch sera de mettre à jour la date de dernière modification d'un fichier, ce qui peut permettre, quand on fait des scripts et dont on a besoin d'avoir cette information, de mettre à jour cette heure de modification. Ici, par exemple, il est maintenant 22h04. Si je fais un touch de fichier 1, et que je refais un ls-l, on voit que la date de dernière modification de fichier 1 est passée à 22h04 au lieu de 22h03. Parlons maintenant des répertoires. Donc un répertoire, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un dossier qui va contenir un ou plusieurs fichiers et ou répertoires et qui va contenir du coup une arborescence de fichiers qu'on va pouvoir utiliser dans notre système. Pour créer un répertoire, on va utiliser une commande toute bête qui s'appelle mkdir pour make directory, qu'on a peut-être déjà vu dans la première vidéo sur les bases du shell, avec la commande toute bête mkdir et le nom du dossier que je veux créer. Donc si je veux créer un dossier que je vais appeler dossier 1, je vais faire un mkdir dossier 1. Et là on voit qu'il apparaît avec une couleur différente sur mon système, parce que mon terminal fonctionne avec un système de coloriage, et les fichiers apparaissent en blanc et le dossier apparaît en bleu. À l'heure actuelle, il n'y a aucun fichier dans ce dossier. Si je fais un ls-l de dossier, il est vide. Et si je veux créer un fichier dedans, je vais pouvoir faire par exemple un touch de dossier 1 et je vais dire sous-dossier 1 comme ceci. Et si je reliste le contenu de dossier 1, on s'aperçoit qu'il y a bien un fichier qui a été créé. Une fonctionnalité très pratique de mkdir va être l'option "-p". Lorsque je vais utiliser l'option "-p", qui veut dire moins parent, si je crée des dossiers dans des sous-dossiers qui n'existent pas encore, donc si par exemple je crée un dossier 2, et dedans je veux créer un sous-dossier 2, et dedans je veux créer un sous-sous-dossier 2, et que je fais ça sans le "-p", que je vais enlever ici, on s'aperçoit qu'il me dit que ce fichier n'existe pas. Et en effet, si je fais un ls-l, je m'aperçois que je n'ai pas de dossier 2. Donc aller créer un sous-dossier 2, c'est pas possible puisque le dossier 2 n'existe pas. Si je rajoute l'option "-p à mon dossier, à ma commande précédente, que je vais faire comme ça, on s'aperçoit que là, cette fois-ci, pas d'erreur. Et si je fais un ls-l, on s'aperçoit que j'ai bien un dossier 2 qui est apparu. Et si je liste le contenu de dossier 2, on s'aperçoit qu'il y a bien un sous-dossier 2 qui est apparu, dans lequel se situe bien le sous-sous-dossier 2 que j'ai demandé à créer. Étant donné qu'on va vite s'embrouiller avec les sous-dossiers de sous-fichiers de sous-dossiers, je vais vous présenter une commande qui est très pratique pour visualiser le contenu qu'on a déjà créé. Cette commande, c'est la commande tree, comme un arbre, qui permet, lorsqu'on l'utilise, de visualiser l'arborescence du dossier dans lequel vous êtes ou du dossier que vous lui donnez en argument. Ainsi, lorsque je tape tree, il me dit que le point, qui est le dossier en cours, dedans on a un dossier 1, un dossier 2. Dans ce dossier 1, on a un fichier qui s'appelle sous-dossier 1. Dans dossier 2, on a un dossier qui s'appelle sous-dossier 2 et un autre dossier en dessous. Et on a aussi deux fichiers à la racine et qu'on a au total 4 répertoires et 3 fichiers qui sont présents dans notre arborescence. Parlons maintenant de la copie de fichier. Donc la copie permet de dupliquer un fichier à un autre endroit, donc soit dans le même endroit avec un autre nom, soit dans un autre dossier avec le même nom ou avec un autre nom. Donc on va voir les 3 scénarios parce que je sais que ça embrouille souvent
des gens lorsqu'on présente cette commande et quand on présente les différentes possibilités. Donc je vais essayer de couvrir un petit peu tous les scénarios. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais écrire du contenu dans un fichier, qu'on soit sûr d'avoir bien copié le fichier et son contenu lorsqu'on va faire notre commande CP. Donc je vais écrire un texte, ceci est un contenu à copier dans mon fichier à copier. Donc j'ai bien un fichier à copier.txt ici, le contenu est « ceci est un contenu à copier ». Le premier scénario que je peux faire, c'est faire une copie du fichier dans le répertoire dans lequel il est, en lui donnant un autre nom. Donc si je fais un cp de fichier à copier.txt en nouveau fichier.txt, et que je fais un tri, on s'aperçoit que j'ai bien mon fichier à copier et un fichier qui s'appelle nouveau fichier, et que le contenu des deux fichiers, eh bien, ceci est un contenu à copier. Donc on a bien copié le fichier et son contenu au même endroit, mais en lui donnant un nouveau nom. La deuxième utilisation de CP, ça va être de copier le fichier et son contenu avec le même nom, mais dans un autre répertoire. Donc ici, je reprends mon arborescence et je vais copier fichier à copier dans dossier 1. Et donc là, vous voyez que le dernier argument de CP, c'est un dossier, ce n'est pas un fichier. Je lui dis à ce moment-là de copier le fichier à copier dans dossier 1. Et lorsque je fais ça, on s'aperçoit que dans dossier 1 a été créé un fichier qui s'appelle fichier à copier et dans lequel il y a bien toujours le contenu qu'on voulait copier. Et enfin, la dernière possibilité qu'on a pour CP, ça va être de faire un CP dans un dossier en renommant le fichier de destination. Donc là, destination.txt. Et là, si je refais un tri, on s'aperçoit que j'ai toujours mon fichier à copier qui n'a pas bougé et que j'ai bien un fichier destination.txt dans dossier 2 dont le contenu va bien être mon contenu à copier initial. Voilà, donc ça, c'est les trois scénarios possibles pour l'utilisation de CP. Donc, copier dans le même dossier avec un autre nom, copier dans un autre dossier avec le nom initial, ou copier dans un autre dossier en changeant de nom. La dernière utilisation de CP, ça va être lorsque vous allez vouloir bouger plusieurs fichiers en même temps. Donc, si je veux copier plusieurs fichiers en même temps, je ne pourrai pas les renommer à la volée. Et donc, dans ce cas-là, je vais être obligé de copier plusieurs fichiers et la destination va forcément être un répertoire. Ici, j'ai plusieurs fichiers qui ont un nom qui commence par le mot fichier. Donc, j'ai fichier 1, fichier 2 et fichier à copier. Je vais créer un dossier 3. Et dans ce dossier 3, je vais copier fichier 1, fichier 2 et fichier à copier dans dossier 3. Et donc là, vous voyez que j'ai plusieurs arguments à CP. J'ai fichier 1, fichier 2, fichier à copier. Et le dernier argument, c'est le répertoire dans lequel on va copier tous ces fichiers-là. Et vous remarquez que si je fais un tri, on s'aperçoit que dans dossier 3, j'ai bien fichier 1, fichier 2 et fichier à copier qui ont été créés et avec le même contenu que les fichiers qui étaient dans mon dossier actuel. En plus de copier des fichiers, CP peut nous permettre de copier des dossiers. Alors attention, quand on va vouloir copier un dossier avec CP, il va falloir lui préciser qu'on veut copier le dossier et tout son contenu. Pour ça, on va devoir utiliser une option qui est CP-R pour la récursivité, pour lui dire tu fais la copie du dossier, puis des fichiers qui sont en dessous, puis des fichiers qui sont en dessous, etc. etc. Et ainsi, en faisant un CP-R de dossier 2 dans dossier 3, donc là je suis obligé de mettre un dossier en destination, eh bien, on va s'apercevoir que dans dossier 3 est apparue une copie de mon dossier 2 qui contenait tout ça et qui a bien été copiée à l'intérieur de mon dossier 3 de manière identique à l'existant. Donc je récapitule, 5 utilisations possibles de CP. CP, nom d'un fichier de destination dans le même répertoire. CP, nom d'un fichier, nom d'un dossier pour copier le fichier dans le dossier de destination. CP, nom d'un fichier, nom d'un dossier, / nouveau nom pour le nouveau nom du fichier copié. CP de plusieurs fichiers dans un dossier ou CP de un ou plusieurs dossiers en récursif dans un autre dossier.
Voilà, donc là on a vu un petit peu toutes les options qui existent pour CP et qui permettent donc de manipuler des fichiers lorsqu'on veut les copier. On va pouvoir également parler maintenant de la commande MV. La commande MV, rien à voir avec Mister MV, permet de déplacer, renommer, couper, coller des fichiers d'un répertoire à un autre ou renommer des fichiers dans le répertoire en cours. Ici, à nouveau, plusieurs utilisations. La première, renommer un fichier dans le répertoire où on est. Exemple ici, je reprends mon architecture, j'ai fichier à copier que j'aimerais renommer en fichier 3. Eh bien, je vais utiliser la commande MV. Premier argument, fichier à copier. Deuxième argument, fichier 3. Cette commande renomme simplement le fichier en fichier 3. Et si je fais un tri, on s'aperçoit que je n'ai plus de fichier à copier, mais que j'ai bien un fichier 3. Et si je fais un cadre de fichier 3, on s'aperçoit que c'est bien le même fichier qui a été renommé. Deuxième utilisation possible de MV, déplacer un fichier dans un dossier sans le renommer. Donc à nouveau, mon architecture, je fais un MV de fichier 3 dans le dossier 1. Et là, si je fais à nouveau un tri, on s'aperçoit que le fichier 3 est bien apparu dans le dossier 1, mais qu'il a disparu du répertoire où il était précédemment. Il a été déplacé, MV pour move. Et enfin, dernière utilisation pour des fichiers individuels, déplacement d'un fichier dans un autre dossier en le renommant à la volée. Par exemple, ici, je peux aller chercher le fichier 3 dans le dossier 1 et je vais pouvoir le déplacer dans le dossier 2, mais je vais dire que cette fois-ci, il doit s'appeler fichier 4. Alors, je sais que j'embrouille un petit peu avec les numéros et les noms et les sous-dossiers, etc. Mais reprenez la vidéo au ralenti, ça va bien se passer. Et ici, si je fais à nouveau un tri, on s'aperçoit que mon fichier 3 qui était dans mon dossier 1, ici, a bien disparu du dossier 1 et qu'un fichier 4 est apparu dans le dossier 2 et qui contient bien le contenu de notre fichier texte initial parce qu'il a bien été déplacé. Enfin, comme pour CP, on va avoir la possibilité de déplacer plusieurs fichiers dans un seul répertoire. Si je fais un MV de fichier 1, fichier 2 dans dossier 1, on s'aperçoit lorsque je fais un tri que les fichiers ont bien disparu de là où ils étaient et ils ont bien été déplacés dans le dossier 1. Et enfin, la dernière option que je vais avoir, c'est de potentiellement déplacer un répertoire ou plusieurs répertoires entiers dans un autre répertoire. Ici, pas besoin d'option récursive, puisque comme on le déplace, il n'y a pas besoin d'indiquer qu'on veut déplacer tout ce qui est en dessous, puisqu'on veut forcément déplacer tout ce qui est en dessous. Ainsi, je peux déplacer dossier 2 et dossier 3 dans dossier 1. Et lorsque je fais ça, on s'aperçoit que c'est dossier 1 qui a hérité des dossiers 2 et 3 et de leur contenu automatiquement sans avoir eu besoin d'indiquer une option quelconque AMV. Maintenant, on a vu comment est-ce qu'on crée un fichier, comment est-ce qu'on crée un dossier, comment est-ce qu'on copie des fichiers, comment est-ce qu'on déplace des fichiers et des dossiers. Et on va voir maintenant comment est-ce qu'on supprime tout ça lorsqu'on a terminé d'utiliser des fichiers qu'on n'en a plus besoin. Donc la commande qui va nous servir pour ça, c'est la commande rm pour remove. Attention, cette commande peut avoir un gros impact sur votre système parce qu'il n'y a pas de corbeille comme sur un système Windows ou macOS. Donc lorsque vous tapez une commande rm, vous supprimez le fichier. Et ainsi, on va pouvoir lui donner comme argument un dossier ou un fichier directement. Donc par exemple ici, je peux dire je vais faire un rm de nouveau fichier qui se situe là où je suis. Un rm de nouveau fichier et automatiquement le fichier a été supprimé de mon environnement. Je peux lui donner un nom de fichier qui est dans un sous-dossier, ça fonctionne tout à fait sans problème. Et lorsque je fais ça, il va aller supprimer le fichier à l'endroit en question. Si j'essaye de supprimer un dossier, en revanche, je vais me retrouver face à un message d'erreur qui va me dire que c'est un répertoire. Pour supprimer un répertoire, il existe deux options, soit vider le contenu du répertoire et utiliser la commande rmdir. Dans la vraie vie, personne ne fait ça. Tout le monde utilise la commande, la fameuse commande que peut-être vous avez déjà entendu parler, rm-rf. Alors, en l'occurrence, "-r" suffit, puisqu'il suffit d'être récursif. Le "-f" permet de dire force, à savoir ne pas demander de confirmation pour supprimer le contenu. Ici, je vais me contenter de "r", puisque je n'ai pas besoin de forcer
la suppression. Et si je fais un RM de dossier 1, dossier 2, comme je l'ai fait là, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de message d'erreur et que le dossier 2 a bien disparu du dossier 1. Celui qui est ici, c'était une copie que j'avais faite précédemment dans mon dossier 3. Et donc on s'aperçoit que tout ce dossier et son contenu ont été supprimés de manière récursive sur le système. Donc attention, c'est une manipulation qui peut être dangereuse, surtout si vous commencez à utiliser des substitutions de bâche du type l'étoile ou des choses comme ça. On peut se retrouver dans une situation où si on met des espaces dans les noms, ça peut rapidement dégénérer. En parlant d'espace, vous vous rendrez peut-être compte que je n'ai jamais mis d'espace dans les noms de fichiers que j'ai créés, tout simplement parce que lorsque je mets des espaces, ça permet de séparer des arguments dans le bash. Donc une interrogation que vous pourriez avoir, c'est comment est-ce que je fais pour créer un fichier dont le nom contient un espace. Bien, si je veux faire ça, je vais créer un fichier en mettant le nom entre guillemets ou en échappant le caractère. Donc on a parlé du caractère backslash déjà, je vais le présenter les deux manières. Ici, je vais dire nouveau fichier avec espace.txt. Et lorsque je fais ça, on s'aperçoit que j'ai bien un fichier qui contient des espaces dans son nom. Le bash le met automatiquement entre guillemets ici pour nous dire attention, pour manipuler ce fichier, il faut des guillemets. Sinon, lorsque j'essaye de faire la commande sans m'occuper des espaces, il va me dire qu'aucun fichier ne comporte les noms que j'ai demandé. Il faut que je rajoute les guillemets pour qu'il aille lire le contenu. Alors en l'occurrence le fichier est vide, mais pour qu'il ne me renvoie pas d'erreur et qu'il essaye vraiment de lire le contenu. Donc on essaye d'éviter en général d'utiliser des espaces dans les noms sous Linux pour ce genre de problématique qui est typique de l'utilisation du bash, d'utiliser des espaces pour séparer les arguments. L'autre option pour utiliser les espaces va être d'échapper les caractères, et pour cela on peut utiliser la tabulation. On voit qu'il va mettre un backslash avant chaque espace, ce qui va nous permettre de considérer que le caractère espace est bien traité par le système et non considéré comme la séparation des arguments. Une dernière petite démo rapide avec les substitutions du bash, justement. J'ai créé 30 fichiers à la racine. Imaginons que je veuille les déplacer dans mon sous-dossier 2 qui est ici. Les 30 fichiers qui sont ici, si je m'amuse à faire un MV, fichier 1, fichier 2, etc., ça peut être rapidement fastidieux. Étant donné que je sais que tous les fichiers commencent par le mot fichier, je peux faire un MV de fichier étoile dans dossier 1, dossier 3, sous-dossier 2, non c'était dossier 2, sous-dossier 2. Et lorsque je fais ça, je vais déplacer tous les fichiers qui sont suivis de n'importe quel caractère autant de fois que je veux. Et dans ce cas-là, on voit que tous les fichiers ont bien été déplacés. Et donc les arguments de substitution du bash comme l'étoile fonctionnent avec CP, fonctionnent avec MV, fonctionnent avec RM. Donc il faut faire attention lorsque vous voulez les utiliser. Et voilà, donc on aura vu comment créer des fichiers, des répertoires, comment est-ce qu'on copie des fichiers, on copie des répertoires, on les déplace, comment est-ce qu'on les supprime, et toute cette utilisation que vous aurez besoin au jour le jour sur un système Linux qui vous servira donc à manipuler tous les fichiers de votre système. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. La prochaine fois, on parlera des liens, les hard links, les soft links. C'est un sujet relativement simple qu'on couvrira rapidement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!